On va faire un petit point, commencer à faire un petit point sur cette édition 2022 de Roland Garros. Je voulais qu'on parle, alors le tableau masculin, on va en parler avec Nadal tout à l'heure, bien sûr, ça sera dans la perf du week-end. Ouais. Je voulais qu'on parle un petit peu justement d'un tableau féminin où Swiatek a absolument tout dominé et a laissé que des miettes, on va dire, à ses adversaires. Elle était ultra favorite. Et elle a juste confirmé ce qu'elle devait faire. Elle est arrivée à Paris avec 27 victoires consécutives, qui l'a placée à peu près dans le top, on peut dire 7 depuis du 21e siècle parmi les victoires consécutives. Devant elle, il y avait 2 fois Serena, 2 fois Vénus. Enfin voilà, elle était dans une base de données qui était bonne et tout le monde s'est dit si elle gagne Roland Garros, elle va arriver à 35 victoires consécutives, ce qui va la mettre au même rang que Vénus en 2000. C'était le record de Vénus. Le record interplanétaire est celui de Martina Navratilova, 74, avant qu'elle aille le chercher. Il en faut encore... Ce sera à la fin 2022, t'inquiète. Il en faut encore un peu. Mais quoi qu'il arrive, elle a plus qu'impressionné. Une seule manche de perdu. C'était contre la chinoise Zheng, qui a très très bien joué d'ailleurs, à suivre dans les prochaines années. 19 ans, elle avait perdu une manche qu'elle n'aurait même pas dû perdre. Elle avait eu 2 balles de 7 à 5-3. Elle s'est déréglée un petit peu. Elle l'a dit en conférence de presse après. Je n'ai pas eu la bonne tactique pour jouer cette joueuse-là. Mais elle a été impressionnante de bout en bout. En finale, elle a affronté la jeune américaine de 18 ans, Coco Gauff, où tout le monde s'est dit, en puissance, ça va peut-être la gêner. Si elle part dans la diac coup droit, ça va peut-être être compliqué. Et puis, il va y avoir l'insouciance. Et puis, elle lui a mis 1 et 3 en 1h04. Merci, c'était fini. Il y a rien qui peut la déstabiliser, Iga Swiatek. Parce que oui, je suis team Iga Swiatek, pardon. Oui, Iga Toi, t'es pas Swiatek. chiant, c'est ça qui est bien. Bah, c'est ça. Non mais alors, Chiantec. à la limite, si c'est Chiantec, ça me pose pas. Si c'est Swiatek, ça m'énerve. Il y a pas de. Ça existe c'est pas. Swiatek. C'est l'un ou l'autre. Ou après, sinon, tu peux dire Nike dans la vie. Et dans ces cas-là, tu dis Chiantec et tu prononces les choses. C'est la polonaise, comme ça, moi, je... Ça va plus vite. La Polac. Non, ça va pas, la Cross tête. the line, cross the line. Pardon. Il y a Robert Lewandowski qui t'attend là. Oui, c'est vrai. Là, sauf Qui était là d'ailleurs au. Il y a une très belle image d'ailleurs à la fin. incroyable. Ouais, exactement, une très belle photo. Et hier, il était aussi lors de la finale de Rafael Nadal aux côtés de Marco Verratti. Tiens, Je- faut-il y voir un indice Et avec Pastore et Yuri Berchiche. Tout à fait. Et Pastore s'est blessé en descendant les escaliers. On en On se refait pas. Hein. On en cherche une petite frite à la Donc bouche. ouais, voilà, très très belle image parce qu'en fait elle ne savait pas que Lewandowski allait venir pour la voir et elle l'a su à la fin et elle l'a dit en conférence de presse. Heureusement que je le savais pas parce que chez nous c'est la superstar et ça m'aurait mis une pression supplémentaire. C'est ouf. Ça montre que voilà la plus grosse pression qu'elle aurait pu avoir c'était dans les tribunes et pas sur le terrain. C'est quand même impressionnant. Il y a un truc qui fait kiffer avec elle, c'est dans son discours d'après-match. Elle est relâchée, elle est nature, elle est fraîche, tu vois, elle kiffe le moment, mais en même temps, elle démonte tout le monde. Tu vois, elle a vraiment le bon mix pour être une future superstar de son sport. Et Qu'elle n'est pas déjà. oui, bien sûr. Ah, mais elle est déjà superstar de son sport. Elle est courtisée par toutes les marques. On avait eu un débat ici sur les marques, comment ça faisait monter. On avait notamment parlé de Naomi Osaka. Mais elle garde beaucoup plus les pieds sur terre. Et en petit inside, j'ai été invité justement par son équipementier juste avant Roland Garros pour une conférence un peu d'Iga Swiatek et de sa préparatrice mentale. Justement, et pendant une demi-heure, elles nous ont raconté à quel point elles préparaient les matchs, mais comme quoi, en cas de défaite, ce n'est pas grave, on passera au prochain match. Il y a aucune frustration. Elle vit dans un monde avec 0 frustration, et c'était très intéressant de l'écouter là-dessus. Et elle est justement, comme tu le disais, très chill, même après les matchs. Voilà, la vie est belle. J'écoute de la musique en rentrant, j'écoute de la musique en sortant du match, je suis dans ma bulle. Et elle est vraiment très Phénoménale, très, on peut le dire. très- Elle est phénoménale. Il y a un Comme une quand chanson même qu'on avec- adore. vraiment phénoménal. Il y a souvent un truc chez les filles, quand quelqu'un domine, on se souvient notamment avec Serena, on se souvient avec d'autres noms qui m'échappent. Là, c'est un peu avec Swiatek. Ouais. Voilà, je suis bon. Les gens dans le chat le disent, et c'est vrai qu'on se pose souvent cette question quand il y a quelqu'un qui surdomine le tennis féminin, on se dit, ouais, mais est-ce que finalement le plateau, il est si relevé que ça? Ouais, oui, il est. Là, en l'occurrence, le plateau est relevé, mais il y en a une qui D'accord. il y en a C'est un une qui est prodige au-dessus. après. Mais C'est vraiment un en prodige. fait, c'est comme si sur le circuit masculin du Big Three, on en enlevait 2. Voilà, tu te dis, ah, mais c'est relevé. Mais il y en a un qui touche les étoiles. Il y en a un qui est au-dessus, qui est intouchable. Mais le circuit actuellement WTA est relevé. Il y a pas, au contraire, je dirais même qu'il est homogène, puisque actuellement depuis aujourd'hui, Iga Swiatek a 8400 points à peu près, et la numéro 2 mondiale
qui est Anett Kontaveit depuis aujourd'hui, a la moitié des points. Ah oui, Ça d'accord. vous montre. Ouais. Par contre, elles sont toutes après entre justement 4002 et 3007. Elles doivent être 6 entre justement en 500 points, alors qu'il y a 4500 Net points. ou brut? Est-ce que c'est une bonne chose que ce soit aussi homogène? Parce qu'au final, je trouve qu'il y a un manque de lecture, un manque de visibilité sur le tennis féminin. Donc là, avec Swiatek, c'est cool parce que ça légitime une numéro 1 mondiale qui assume son statut et qui s'affirme comme une superstar, c'est cool. Mais derrière, on est incapable de citer le top 5 de la WTA. Et est-ce que c'est pas un vrai problème? Là où, certes, c'est très vampirisé côté masculin, mais au moins, ça nous donne des vrais duels, des vrais storytelling et surtout des matchs extraordinaires. Ce qu'on n'a pas. Et à toi Et de comme me a dire. dit Amélie Mauresmo d'ailleurs dans C'est la semaine, Et, ça tu fait vois, polémique. Pas de session nocturne pour les matchs féminins parce qu'on ne sait pas trop comment les matchs vont durer, s'ils vont durer longtemps. Enfin voilà, comment toi tu trouves Non, cette c'est situation-là? justement, tu as entièrement raison sur le fait que ça n'amène pas forcément un attrait particulier pour le tennis féminin. Tu vas rarement te dire, tu vas avoir un Swiatek Sabalenka, un Swiatek Badosa, où tu vas dire, il faut pas que je le rate. Celui-là, voilà, Ouais, le mais c'est ça, Nadal Djoko de mardi dernier, tu te dis, il faut pas que je le rate. Il y a eu d'ailleurs des débats, j'ai envie de dire infinis, avec les droits télé, France Télé et Prime qui se sont entrechoqués là-dessus. Sur le tennis féminin, ils se feront jamais la guerre pour avoir les droits télé. Il est là le souci. Après, il y a un autre souci, c'est que au côté féminin, tu peux à tout moment complètement partir et quitter. Et il faut pas oublier qu'en début d'année, il y avait Ashley Barty qui roulait sur tout le monde. C'est clair. Et tout le monde est en train de se dire, ouais, mais si Barty était resté et que Swiatek était là, qu'est-ce que ça aurait donné? Il Et y a des rivalités chez les filles. non, très peu. Très peu. Il n'y a pas de grosse rivalité, tellement ça change, ça varie, et dans le sens où c'est tellement homogène que tout le monde se joue. Et j'ai une question, du coup, quand on parle de ça, forcément, je pense à Naomi Osaka, qui a tout le potentiel pour devenir la numéro 1 et se tirer la bourre avec Swiatek. Enfin, non, je l'ai encore mal dit. Non. Si, tu tu l'as l'avais bien tu dit. l'avais- Swiatek, hein, Swiatek, genre, ok. il a- Non, mais en fait, je crois que c'était plus compliqué que ça. J'arrive à dire Lewandowski et je gagne. Mais du coup, elle, qu'est-ce qu'il en est d'elle un peu? Je digresse un peu, mais moi, elle me fascine et elle m'agace en même temps. C'est un million un peu des choses. Ouais. Mélange de Écoute, elle a perdu au premier tour parce Oui, que ça, j'ai sur vu, terre, elle ne sait pas jouer. Elle ne sait pas jouer. Son entraîneur, Elle est qui est claire. Wim Fissette, dit elle a peur de glisser, elle a peur de se faire mal, elle a peur de jouer tout simplement, et elle a peur de perdre aussi. Naomi Osaka, elle est très très axée sur une volonté de réussir, une volonté qui est toujours celle de gagner. Et sur dur, elle est très impressionnante, elle est capable de faire de très très belles choses. Mais par contre, sur terre, c'est de suite beaucoup plus compliqué. Elle n'a pas les repères, elle n'a pas grandi sur la terre. Sampras, quoi. Mais exactement, tu vois, Sampras, c'est ça exactement joue sur terre battue. et on va en reparler de Pete Sampras tout à l'heure, mais 14 titres du Grand Chelem, soit autant que Rafael Nadal à Roland Garros, pas un seul à Roland Garros. Hmm. Il a même pas fait finale. Hein. Il fait que les demi, non? Ouais. Ouais, demi. Je trouve qu'il était. Enfin, il a plein de fois. Moi, je me souviens à l'époque, je regardais beaucoup. Il sortait souvent en première semaine à Roland Garros. Ouais, bien Il sûr. était dramatique. Juste une dernière question. On a vu Amélie Mauresmo dire ce matin justement dans l'équipe en faisant un petit peu le bilan de cette édition 2022 de Roland Garros qu'elle souhaitait militer pour des finales femmes en 5-7. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance que ça puisse arriver? Ouais. Ouais. C'est ce qui a commencé. Bonne idée. Après, honnêtement. Ça va rien ça- changer pour dimanche. Hein. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Pour dimanche, on oublie totalement, ça n'aurait absolument rien Pour changé. samedi, Ça aurait samedi. refait. Voilà, pour samedi, ça n'aurait absolument rien changé. Mais pourquoi pas? Et c'est ce qu'il y avait à l'époque sur les Masters 1000 masculins. Tout le tournoi était en 2-7. Et puis après, d'un coup d'un seul, la finale se passait en 3. Les premières victoires de Rafael Nadal en Masters 1000, justement, ou même le 5-7 contre Federer à Miami, qui est très très connu en 2005. Enfin voilà, beaucoup de finales se sont jouées en 5 manches. Et c'était très très intéressant. Et puis un petit dernier mot, je profite parce que Tom Ciaravino n'est pas encore sur le plateau. Il viendra tout à l'heure, bien sûr, pour le mot de Tom. Vous savez, Tom, il adore s'en prendre au tennis français et on profite de ta présence pour justement dire un mot positif sur le tennis français, puisqu'on a 2 Françaises qui ont remporté le tournoi en double. Ouais. Et ça, c'est important. Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, qui là vraiment, on est sur les feux de l'amour, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Là, tu les prends toutes et c'est exactement la même chose. Elles ont gagné en 2016. Elles se sont fait la gueule pendant 2 bonnes années à ne même pas vouloir jouer la Fed Cup ensemble. Et puis l'année dernière, d'un coup d'un seul, ça a commencé à revenir petit à petit. Elles ne se sont plus fait la guerre. Et puis cet hiver, elles sont parties en vacances ensemble à Dubaï. Elles étaient là. Et puis cette année, j'étais justement à la finale du double hier. Et à la conférence de presse, Christina a dit on aurait voulu plus jouer ensemble cette année pour justement préparer ce Roland Garros. On n'a pas pu. En l'occurrence, Caroline Garcia a été blessée bon nombre de temps.
Et finalement, elles gagnent ce Roland avec la manière. 6 ans plus tard, le premier Roland qu'elles avaient gagné, c'était en 2016. Et c'est très, très intéressant. Dis-nous les vrais trucs. Qu'est-ce qu'elles ont ? Dis-nous. Ah non, mais elles ne pouvaient pas se voir. Ah non, il y avait une raison. Non, il n'y avait pas. Je vois ce que t'insinues, Tom. Je vois ce que t'insinues. J'insinue rien, je demande à Thomas s'il a l'info. Non. On a tous, c'est le il y avait pas. Aucune info. Non, elles ne pouvaient pas se voir. Après, voilà, oui, comme dans des équipes de foot, comme dans des équipes sûrement de basket, comme. Non. Voilà, jamais. Mais voilà, il y a des fois où elles ont partagé des moments qui étaient exceptionnels. Et puis ça a commencé à revenir petit à petit. C'est Julien Beneteau qui avait notamment fait du gros boulot en Fed Cup. Et puis après, elles avaient commencé à partager lors de la victoire à Perth de l'équipe de France contre l'Australie. Ça avait ressoudé un groupe. Et puis à partir de là, c'était un peu reparti. Je vous propose tout de suite qu'on fasse peut-être rentrer notre ami Tom Chiaravino qui a des choses à nous dire concernant Rafael Nadal. Et puis il est là, mon Tom. Il a passé un bon week-end, mon Tom ? Ouais, regarde, j'étais au Crédit Mutuel. Demandez un petit prêt. Ouais, je vois que t'as réussi à être. T'as été convaincant en tout cas. T'as été convaincant. Ouais, mais les gendarmes, ils leur accordent des prêts en général. Bon, mon Tom vient nous parler surtout de Rafael Nadal, sacré pour la 14e fois à Roland-Garros, c'est le mot de Tom. Ouais, salut Manu, salut les gars. Bon, déjà, je trouve qu'on parle énormément de Rafael Nadal ce week-end, mais moi aussi, j'ai gagné un tournoi. Alors, c'était pas Roland-Garros, plutôt son antichambre, Roland Atroce, un tournoi de seconde zone, situé à porte douteuse. Une très belle zone de raquettes, pourtant, il n'y a aucun joueur de tennis. Et on va pas se mentir, c'était pas le tournoi le plus prestigieux que j'ai gagné, étant donné que j'étais le seul à avoir une licence. Bon, en même temps, si en face, ils avaient le brevet, c'était déjà un exploit. Mais c'est bien, ça met en jambe pour Wimbledon, un tournoi sur herbe avec les joueurs les plus laids du circuit. Et évidemment, je suis tête de série. Bref, parlons du circuit principal, puisque Rafael Nadal a gagné ce dimanche son 14e Roland-Garros. Alors sûrement pas son titre le plus difficile à Paris, surtout quand on voit la performance fantomatique de Casper Ruud. Vous l'avez, fantôme, Casper ? Je vous préviens, c'est des blagues de haut niveau aujourd'hui. Si vous voulez, avec Nadal, c'est plus la terre battue, c'est la terre vaincue. Bon, il y a Kev Adams qui joue demain soir. Le Norvégien Casper Ruud a donc été balayé en 3-7. Et moi, je suis pas étonné qu'il soit fait gifler de la sorte. J'en parlais avec Laurent Luyat, président du fan club de Rafael Nadal. C'était encore dur cette quinzaine sur le service public autour de l'Espagnol, les reportages, les commentaires, les interviews de Laurent Luyat. Rafa, vous semblez invincible, intouchable, impénétrable malheureusement. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui, Rafa ? Peut-être votre main sur ma cuisse. Bref. Bref, je me faisais pas trop d'illusions sur le sort de Casper Ruud. Enfin, le mec a galéré au premier tour contre Joe Wilfried Tsonga, on se souvient, et il s'en sort parce que Joe se blesse. Je rappelle, ce qu'on peut faire plus français. D'ailleurs, Tsonga qui réussit le break, qui s'élève, stade en folie. Moi, je pars pisser, je suis bouillant. Tu vois, je suis aux toilettes, je suis comme ça, je me dis putain, il va le faire le con. Je reviens, le mec est en larmes, il boite. Bon, je laisse le Joe des grandes années, je reviens, il a grand corps malade sur le terrain. Là, c'est sûr comment il a jamais été aussi près du grand slam. Tu ne nous avais pas menti sur le niveau des blagues, en tout cas aujourd'hui, mon Tom, mais bon, depuis tout à l'heure, tu parles des perdants. Un petit mot quand même sur Rafael Nadal, s'il te plaît. Le problème, c'est ça, c'est que j'ai plus grand chose à dire. Tu sais, quand le scénario est toujours le même, on s'en lasse, sauf peut-être pour Manuel Valls aux élections. Là, on s'en lassera jamais. Le mec loupe tout ce qu'il fait, c'est fantastique. Paul est quand même pisté par Bordeaux aujourd'hui. Mais Nadal, non. Le mec est juste injouable à Paris, infatigable, même dans une année où les blessures nous faisaient douter même de sa présence. Le mec vient et gagne. Bon, quand tu gagnes Roland une fois, ok, 14 fois, c'est même plus drôle. Ça me fait penser à mon oncle Pascal. Sa spécialité, c'était la blague 10 camions, poète. Bon, première fois, je te cache pas, fou rire général. Bon, au bout de 14 fois, on a bien compris que tonton Pascal, il était un peu dérangé, tu vois. Mais ce qui est fou pour Rafael Nadal, c'est qu'il a joué avec un pied foutu durant toute la quinzaine. Alors, il a dit qu'il avait suivi un gros traitement pour retenir avec énormément de produits, énormément d'injections. D'ailleurs, dans le cyclisme, on dit que c'est honteux. Dans le tennis, on dit que c'est courageux. Et je comprends ta colère, mon podo. Oh oui, je la comprends, mais comprends aussi notre mépris pour le vélo. Au-delà de la bataille physique, je me dis quand même, Rafa, mentalement, c'est un level jamais vu. Moi, je me demande, c'est quoi son secret ? C'est quoi sa recette ? Il y a bien un truc, c'est pas possible. Je me dis, il doit peut-être s'envoyer les vidéos de motivation de Thibaut InShape. Réveille-toi, putain de merde ! Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde. Réveille-toi, putain de merde. D'accord. Bon, zéro blague. Il y a un mec dans les commentaires, il lui a dit Thibaut, j'adore, mais comment je fais ? Je suis paraplégique. Il a répondu aucune excuse, arrête d'être une merde. Pour lui, le Téléthon, c'est une fête commerciale, Thibaut. Non, jamais très inspiré notre ami toulousain, et encore moins inspirant, comme peut l'être Rafa. L'Espagnol a donc remporté son 22e titre en Grand Chelem, son 14e à Roland-Garros, dans une émotion particulière, dans une finale
même un peu trop facile. Nadal a fait oublier en l'espace de quelques heures toutes les galères qu'il a usées ces derniers mois. Tout le monde est faible dans la souffrance, disait l'écrivain. Bon, il avait sûrement jamais vu jouer Rafael Nadal à 36 ans sur une jambe et boitillant, montrant que rien n'est jamais plus dangereux qu'une bête agonisante, surtout quand on parle du Taureau de Manacor sous le soleil de Roland. Merci beaucoup, Tom. Merci infiniment. Et bravo pour ce beau penalty, en tout cas. Et à Laurent Luya et à Thibaut InShape, on l'avait bien sûr compris. J'ai beaucoup d'affection pour l'un des deux. Cyclisme aussi. Et le cyclisme, je suis désolé, pardon. Extraordinaire, Tom Chiaravino. Franchement, vraiment, c'est un régal. C'est l'un des grands moments à chaque fois, bien sûr, de ces émissions House of Sport. Les amis, je vous propose tout de suite qu'on reprenne un peu nos idées et qu'on rentre tout de suite, bien sûr, dans la perf du week-end, forcément consacrée au 14e titre à Roland-Garros de Rafael Nadal. On est en train de se refaire les meilleures vannes de Tom, et c'est vrai que qu'est-ce qui vous fait le plus peur, maman sur ta cuisse? C'est bien dommage. Oh Lolo, si tu nous regardes, désolé. Hein. Découpe. Ah non, pas désolé. Mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir mon petit Tom découper Laurent Luya. C'est là-dessus qu'il est excellent. Les amis, je vais faire un lancement à la Laurent Luya, du coup, pour rendre hommage à la chronique de Tom. Éternel, invincible, impérial ou encore monstrueux. Tous les superlatifs ne suffiraient pas à décrire la domination sans partage, bien sûr, de Rafael Nadal sur la terre battue parisienne. À 36 ans, l'Espagnol vient de remporter son 14e Roland-Garros en dominant le Norvégien Casper Ruud en 3-7, 6-3, 6-3, 6-0. Dans une finale, il faut le dire, à sens unique. Thomas, tu es avec nous justement pour parler de ce 14e titre. Déjà un petit peu, nous, il y a quelque chose de très intéressant. On aime beaucoup les stats, mais on aime aussi beaucoup l'impression et le ressenti. Où est-ce que tu le places? Comment tu le qualifierais, ce 14e sacre de Rafael Nadal? Il est très grand dans la quinzaine en elle-même, pour la simple et bonne raison qu'on ne savait même pas s'il pourrait être présent à Paris une fois qu'il avait perdu à Indian Wells contre Taylor Fritz. Mais dans le jeu, on a connu mieux, beaucoup mieux. Même hormis la belle presta qu'il a sortie contre Djokovic en quart, ça a été limité. Il se qualifie par abandon sur un Sacha Zverev qui se blesse en demi. Et en finale, bon, voilà, il n'y avait même pas l'ombre d'un doute. J'avais la chance d'être au stade hier, avant les fans déjà célébrés avec des maillots de l'Espagne floqués Rafa 22. Enfin, il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il s'impose hier. Il joue aussi un Casper Ruud qui jouait sa première finale. Il lâche seulement 6 jeux en finale. Enfin, voilà, dans le jeu, ça n'a pas été l'une des plus grandes, si ce n'est l'une des plus simples, j'ai envie de dire, outre le quart. Par contre, dans ce qu'il a pu réaliser, on reparlera des infiltrations bien sûr, mais pourquoi tu regardes Polo? Non, mais parce que j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre, mais et puis je parle aussi avec Thibaut Pinot et le vélo qui en a mis une sévère hier, mais comment dire, mais voilà, s'il n'y avait pas eu le médecin, lui-même l'a dit après son match contre Moutet qui était en night session. Night session, pour expliquer rapidement, c'est quand on joue le soir, donc ça n'a rien à voir, mais la Terre, normalement, on ne joue pas le soir sur Terre. Le Roland-Garros veut être un petit peu harmonisé aux autres grands chelems en faisant des night sessions, comme partout. Le seul souci, c'est que la Terre, du coup, devient plus molle. Du coup, il y a plus d'humidité. La balle rebondit beaucoup moins. La balle de Rafael Nadal qui gicle, puisqu'il y a énormément de tours par minute dedans, gicle beaucoup moins parce que la terre l'absorbe beaucoup plus. Donc lui, ça ne lui va pas du tout de jouer le soir. Il a joué contre Corentin Moutet et il est sorti, il l'a dit lui-même en interview hier, je ne pouvais pas poser le pied le soir même quand je suis rentré à l'hôtel et le lendemain non plus. Et après Novak Djokovic, il a rejoué en night session pour Prime, on l'avait dit. Et le lendemain, il n'a dû s'entraîner qu'une demi-heure, aussi pour récupérer, mais dans un sens où il ne peut pas lutter. Il a subi un nombre d'infiltrations où lui-même l'a dit, il vaut mieux pas que je dise combien j'en ai eu durant la quinzaine, ça pourrait vous faire peur. Donc, dans le dépassement de lui-même, ça a été un titre qui est l'un des plus beaux, si on considère la chose. Dans le jeu, non. Dans le jeu, il faut relativiser. Il s'est adapté un petit peu quand on regardait, c'est ce que disaient les commentateurs. Il a écourté beaucoup les échanges et notamment, il a fait des choses qu'on voyait peu faire. Nadal, c'était le fond de cours, envoyer des grandes sacoches, bien défendre. Là, on l'a vu, avec une agilité incroyable, beaucoup sur des amortis. Ouais. Avant que Zverev se blesse, il lui fait la chanson, beaucoup là-dessus aussi. Et ça, il s'est adapté aussi à ses capacités physiques. Ouais, bien sûr. Il s'est adapté même depuis 3 ans parce que quand il gagne ce Roland en 2020,
Roland Garros, c'était en octobre. Et en octobre, il faisait déjà beaucoup plus froid, beaucoup plus humide. La finale, en l'occurrence, contre Novak Djokovic, s'était jouée sous le toit. C'était très compliqué pour lui. Et à ce moment-là, il avait déjà commencé à rentrer beaucoup plus d'amorti dans son jeu parce que tu fais courir l'adversaire. Et surtout, comme je le disais, la balle ne gicle plus. Et quand la balle ne gicle plus, ça veut dire qu'elle absorbe, la terre absorbe la balle. Et sur un amorti, c'est très, très compliqué, surtout à leur niveau. Donc, voilà, il l'a rentré dans son jeu énormément, de plus en plus depuis 3 ans. Et ça lui a permis, il sait aussi, avec le tennis actuel, il a changé un petit peu sa manière de jouer. On va revenir sur ces infiltrations, sur la blessure, la pathologie rare dont souffre justement Rafael Nadal. Je te garde très rapidement sur le parcours parce qu'il y a eu un sommet quand même dans ce Roland Garros. Enfin, à toi de nous dire d'ailleurs si ce sommet a tenu toutes ses promesses. C'est justement ce quart de finale contre Novak Djokovic parce qu'on rappelle, Rafael Nadal n'était que tête de série numéro 5 au départ de ce tournoi. Ouais, il était seulement tête de série numéro 5. Au moment où sort le tableau, les fans de Rafa se disent il y a Djoko en quart, il y a Alcaraz en demi et normalement Tsitsipas en finale, c'est juste chaotique. L'enchaînement des trois, Auger également, Félix Auger-Aliassime en 8e. Il y avait un enchaînement, c'était un parcours du combattant. Finalement, Auger lui fait mal, dans le sens où il y a 5 manches. C'est l'un des matchs les plus accrochés de la quinzaine, avec un 5e set qui était sous tension. Les gens ont pris du plaisir à regarder le cette... devant Djoko. Je suis entièrement d'accord. Et puis après, sur Novak Djokovic, le seul souci, c'est que j'ai eu l'impression de revoir un petit peu la même prestation qu'en 2020, où, pour la 3e fois, en l'occurrence, Novak Djokovic à Roland Garros était favori par rapport à Rafael Nadal. Il l'avait été 2 fois auparavant, en 2015, là où Nadal était complètement blessé, où on savait, c'était un mercredi après-midi en quart, on savait que ça allait faire 3-7, ça avait fait 3-7 sans l'ombre d'un doute. En 2020, lors de la finale, parce que c'était en octobre, parce qu'ils savent que la balle de Nadal gicle moins, parce que ce n'est pas les conditions qu'il apprécie. Donc, il était favori et il avait pris 3-7. C'est compliqué pour lui d'être favori contre un mec qui est... Je vous poserai la question après, mais je ne vois pas ce qu'on peut faire plus haut comme stat que Rafael Nadal à Roland Garros. Et en l'occurrence... Jordan en finale NBA. Ouais, non, voilà. Ouais, Mais il n'y en a que 6, il n'y en a pas 14. il y en a pas 14. Non, c'est clair, c'est clair. Et le souci, c'est que Nadal à Roland Garros, c'est quand même 115 matchs, 112 Oui, victoires. oui, oui. 115 matchs, 112 victoires, pas mal. C'est un bon ratio. Non, mais c'est... là, En 15 ans, pas mal. Pas mal. en termes de stats, j'ai l'impression que quand on les empile toutes, il y a quasiment indétrônable. Mais ça m'a fait penser à cette finale où il met 3-7, où il y avait quasiment que lui sur le terrain. Là, c'était pareil. Il commence très très bien. Il met directement Novak Djokovic sous l'eau et il arrive à le garder. Il mène un 7, un break. Et après, Novak Djokovic se remet, tente un peu son va-tout, augmente, élève énormément son niveau de jeu, fait mal à Rafael Nadal, prend la 2e manche et Rafa repart, break d'entrée dans la 3e. Et Novak, on l'a senti un petit peu désabusé à la fin. Lui-même, en conférence de presse, avec une très grande classe d'ailleurs, a dit honnêtement, je ne vois pas où Rafael Nadal est blessé. Pour moi, il a encore joué d'une manière exceptionnelle et c'est juste improbable le niveau qu'il a pu sortir sur ce quart de finale. Donc non, ça a été un gros match. Peut-être, et alors là, je ne sais pas, mais peut-être plus gros que l'année dernière, parce que l'année dernière, tout le monde a mis ce match exceptionnel. Ça fait partie du top 10 des matchs. Je suis pas forcément d'accord. On a eu qu'un 7 sur 4 qui était certes au-delà du naturel, mais les 3 autres n'étaient pas dingues, en tout cas selon moi. Donc on a eu un bon match, pas de là à se faire soulever toutes les foules. Alors revenons un petit peu sur l'état physique de Rafael Nadal. J'ai l'impression quand même que ce matin, en ayant pris un petit peu plus de recul avec cette performance extraordinaire, la question des infiltrations, la question de l'avenir de Rafael Nadal a un petit peu cannibalisé, on va dire, les festivités aussi d'hier. La question que j'ai envie de te poser, alors on va l'expliquer quand même à ceux qui nous regardent et qui n'auraient peut-être pas suivi le tournoi de Roland Garros et la situation de Rafael Nadal à l'heure actuelle. Il a atteint du syndrome de Müller-Weiss, c'est comme ça qu'on le dit, c'est-à-dire qu'en fait il a un syndrome dégénératif, c'est au pied gauche, si je dis pas de bêtises, syndrome dégénératif incurable pour le moment en tout cas, et pour pouvoir jouer et pouvoir poser le pied comme tu le disais tout à l'heure, il a dû subir des infiltrations qui lui ont complètement anesthésié le nerf de ce pied gauche pour pouvoir jouer. Est-ce que pour toi, Rafael Nadal est allé
trop loin? Est-ce que tu comprends les doutes et les débats qu'il y a autour de ces infiltrations aujourd'hui? On rappelle, et Polo nous le rappellera même un petit peu plus tard, que les infiltrations sont autorisées bien sûr dans le tennis. C'est important de le dire, c'est très important de le dire. C'est pas des infiltrations de cortisone. Oui, tout à fait. Ni de corticoïdes, c'est bien ça. Oui, non, c'est aucun des. C'est des infiltrations qui, elles, sont prohibées. C'est des infiltrations, et je n'ai absolument plus, puisque c'est trop technique pour moi. Mais voilà, c'est une autre. T'as bossé, Thomas, avant de venir? Alors, j'ai bossé, mais j'ai pas un bac plus 7 en médecine. C'est juste sous la. Plus 2 ans. On invite qui sur ce plateau, merde? On voulait un bac plus 7 en médecine. Bah voilà. Mais non. Et on rappelle que dans d'autres disciplines, les infiltrations sont désormais interdites. Et on rappelle aussi que dans certaines disciplines. Au basket, au foot, les gens ont le droit de se faire infiltrer. Bah oui, complètement. bien sûr. On voit aussi qu'il y a eu des. Alors on le souhaite bien évidemment pas Rafael Nadal, mais on voit aussi qu'il y a eu des dérives, notamment dans les années 90. On pense à Bruno Rodriguez, notamment. Les anti-inflammatoires. Ah, c'était pas des. Mais Batistuta qui peut plus poser un pied par terre. C'est pas en piqûre, les anti-inflammations. C'est pas en piqûre, c'est pas en infiltration. Mais les anti-inflammatoires aussi, oui, c'est Bruno Rodriguez, c'est les anti-inflammatoires. Mais c'est pareil, c'est pour masquer la douleur, en fait. En tout cas, je pense pas que la question ce soit vraiment le dopage là-dessus, rassurez-moi. Moi, je suis pas sûr que la question soit le dopage. Non, moi je pose pas la question sur le dopage. C'est est-ce que Rafael Nadal a raison d'aller aussi loin? Exactement. Va-t-il trop loin? Devoir être en fauteuil roulant. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je suis pas sûr qu'à partir du moment où c'est autorisé, je trouve qu'il n'y a pas trop de débat sur l'histoire du dopage, en tout cas pour ce. Non, complètement. Dans le cadre réglementaire, c'est autorisé. Moi, je trouve que si. C'est complètement une histoire de dopage. Alors, ça va pas plaire aux fans de Nadal, aux fans de tennis. Mais à partir du moment, j'ai la définition sous les yeux, fait d'administrer, d'inciter à l'usage, de faciliter l'utilisation en vue d'une compétition sportive de substances ou de procédés de nature à accroître artificiellement les capacités physiques. Comment on peut m'expliquer que ce n'est pas du dopage alors que anesthésier un plaie pour ne plus avoir de douleur, ce ne serait pas accroître les capacités physiques du mec qui ne se fait pas anesthésier, qui se fait anesthésier. Moi, c'est ça la question que j'ai. Donc, c'est pas un reproche à Nadal, c'est pas un reproche à Gasquet, à Gilles Simon, qui aussi dans leur carrière ont dit avoir eu recours aux infiltrations. Donc, c'est pas ciblé contre Nadal. Il n'y a pas. Voilà, c'est pas ciblé contre le tennis, encore une fois, non plus, parce qu'on a parlé dans le foot et dans le basket, c'est aussi utilisé. Le fait est que c'est un procédé dopant, autorisé, mais ça reste un procédé dopant. Voilà, les infiltrations, je pense pas que ça soit dopant. Et ce qui me gêne dans tout ça, et c'est bien que tu prennes la parole là-dessus, et on va parler du tweet de Thibaut Pinot, j'ai l'impression que ces questions qu'il y a autour de Nadal, on est là pour en débattre, et on n'a évidemment pas toutes on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, parce qu'il y a quelque chose de médecine, et on ne sait pas toujours tout. Moi, j'ai l'impression que le monde du cyclisme, d'un coup, tu dis, regarde, on n'est pas. Je comprends pas en fait comment ils peuvent se servir de ce qu'a fait Nadal pour essayer c'est pour moi des choses très différentes. Je comprends que le vélo, c'est un peu, et tu le dis souvent et tu as raison, c'est eux qui sont pointés du doigt plus que tout dans le monde du dopage, et ils mangent leur pain noir et ils vont continuer à le manger. Et je pense que pour se refaire une image, ça va être très compliqué, voire quasi impossible. Et c'est injuste. Le monde du cyclisme a raison. Mais là, de se servir de ce qu'a fait Nadal pour envoyer un tweet comme ça, Thibaut Pinot, ça veut rien dire. Non, mais la question, c'est pas Thibaut Pinot. Et d'ailleurs, beaucoup de cyclistes ont été interrogés là sur le Dauphiné ce matin. Et Kenny Elissonde, qui a couru avec Chris Froome pendant 4-5 ans, à l'époque justement des zones grises, de cette équipe Sky qui, elle, manie très bien ces histoires, notamment de zones grises, les infiltrations dans le tennis, ça fait partie des zones grises. La zone entre le blanc et le noir du dopage dans un sport. On y est encore, puisque c'est la question qu'on se pose. Le cyclisme, c'est pareil, notamment avec l'asthme de Chris Froome, qui s'en est servi notamment pour ingurgiter des produits qui pouvaient masquer la prise d'autres produits. Enfin, c'est plein d'autres questions comme ça. Et lui connaît ces zones grises. Donc, on parle plus de ça. Je pense qu'il y a une fatalité dans le cyclisme qui fait que ce sport fait énormément d'efforts, notamment là-dessus. Les infiltrations sont interdites en période de compétition depuis longtemps. Alors, donc, ça peut faire grincer des dents. Quand le meilleur sportif de son sport et de l'histoire de son sport te dit allègrement qu'il s'est envoyé un nombre de piqûres extraordinaires pendant une compétition. Après, j'ai quand même du mal à comparer le cyclisme, qui est un effort physique à 100%, avec un sport comme le tennis, ou le foot, ou le basket, ou plein d'autres sports comme ça, qui demandent une technique vachement différente. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que si ta capacité physique te permet d'avoir cette technique pendant 1 heure, oui, non, mais tu gagneras jamais un match, mais si elle te permet de l'avoir pendant 4 heures. Tu as raison, sauf que si tu prends un mec. Pour moi, le dopage, à un moment donné, c'est comment tu augmentes ton niveau purement et simplement physique. Mais là, il l'augmente, parce que sinon, il est sur une jambe. Mais il l'augmente naturellement, le mec. Oui, s'il n'a pas les infiltrations, il ne peut pas jouer. Il l'augmente pas. Il peut pas jouer le match. Il peut pas jouer un match sur Roland Garros s'il n'a pas d'infiltration. Et alors ?
Bah, c'est-à-dire qu'il augmente ses capacités Mais- physiques. oui, Bah, mais intrinsèquement, moi, bah, si. non. Alors, Bah, si, sinon il il n'y peut a pas de jouer. souci, on peut parler de ça pendant 1000 ans. Mais dans une compétition de football, quand un mec se fracasse au premier match et que tu le vois revenir en quart alors que tous les médecins te disent il en a pour 2 mois, Mais c'est la et même que le chose. mec en deux La même semaines chose. il est là parce que justement il s'est piqué tous les jours, sans parler de dopage, mais d'infiltration, parce qu'ils ont fait Ah ouais, rentrer je- des médicaments pour qu'ils agissent plus à cette partie-là, parce que le mec il va arriver et qu'il va avoir le pied aussi endormi, parce que... Voilà, moi je pense que ça n'a pas, dans le sens du pur dopage, je pense que ça n'a pas augmenté ses capacités, ça n'a fait que diminuer sa douleur pour qu'il puisse jouer. Voilà, Mais moi, après, je- tu dis, Polo, du tu coup, dis la intrinsèque. inverse, c'est Non, mais que Polo, ça augmente ses capacités. tu dis ça augmente ses capacités intrinsèques. Moi, je pense que Nadal n'est pas devenu un meilleur joueur en prenant des infiltrations. Il avait juste moins mal. Maintenant, moi, la question qui. La question, mais c'est est-ce que ça va Non, trop mais loin, la intrinsèque, vraie non, mais question, les gars. qualités intrinsèques, c'est on prend le joueur que tu es de base. Est-ce que tu prends un truc qui va te rendre meilleur? C'est pas le cas. Ça l'a juste Bah masqué. ouais, je Alors, pense aussi. après, on peut débattre. Est-ce que tu dois jouer avec la douleur, pas la douleur? Il a le droit de faire ça. Moi, je te dis, je Moi, comprends c'est pas trop un débat, je Mais pense. moi, Et je si comprends. sans infiltration, il peut jouer une demi-heure. Typiquement, Ouais, regarde, mais- pour parler vélo, Ah oui. c'est comme si on prenait justement Nadal, il monte l'Alpe d'Huez en 1 heure. Très long d'ailleurs. Mais il monte l'Alpe d'Huez en 1 heure. Là, il y a des doutes, là, par contre. Il va se doper pour le monter en 50 minutes. Là, en l'occurrence, non. Il prend des choses parce que sinon, soit il le monte pas, soit il va le monter en 1h15. Et le fait de le monter en 1h15 Mais dans ce cas, il lui le permet monte de pas. gagner Roland Garros. Combien de cyclistes doivent faire le choix? Thibaut Oui, mais Pinot, c'est- par c'est- exemple, son tweet est mal senti, surtout à ce moment-là. Thibaut Pinot, en 2019, refuse de prendre des anti-inflammatoires. Ça le regarde. Ça- Ah oui, C'est non, comme- mais je veux dire, Mais c'est pour ça que c'est pour ça que la question c'est pas la question, c'est pas le dopage, c'est est-ce que Nadal doit Pourquoi on parle a autant du raison cyclisme d'aller Pourquoi on parle d'aller autant- si loin. pourquoi- Moi, je comprends pas pourquoi depuis qu'il y a ça, le monde du cyclisme est monté autant. Pourquoi on parle autant du cyclisme en fait? Parce qu'il y a peut-être il y a l'impression. ceux qui se battent contre Il y a peut-être le l'impression d'un dopage. 2 poids 2 mesures entre guillemets, mais le débat, revenons à Nadal, les gars, revenons à Nadal. Et je vois juste, pardon, Vas-y. que sans infiltration, il joue 4 heures contre Djoko. Il joue pas un quart d'heure. Hein. Non, non. Il ne joue Il pas arrive pas à un poser quart le d'heure. pied, comme il l'a Il dit, ne peut même constat pas pur, rentrer complètement. sur le court. Par contre, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'après, il y aura peut-être un jour comme sur Armstrong où c'est tombé. Il y aura peut-être quelque chose. Je dis pas qu'il est clean. Moi, pour l'instant, Mais j'ai là, pas vous avez raison, c'est que c'est autorisé. Voilà. Bah oui, mais- Mais moi, mais par c'est contre, le vrai problème, c'est ça. moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois un mec, tu dis, qui peut pas poser le pied par terre, qui peut pas jouer un quart d'heure, qui se fait des dizaines, voire peut-être plus d'infiltrations sur une quinzaine, un mec qui a pas 40 ans, qu'on voit boitillant sur un terrain. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? Qu'est-ce que lui, il accepte de le faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à ce mec-là? Ça le regarde aussi, hein. Ça le regarde Ah ouais, aussi. chacun fait ses choix, à un moment Après, donné, tu sais aussi que t'es et- entouré, qu'il y a des bien gens. sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Moi, c'est ça qui m'inquiète plus. Alors, parce que je pense sur le dopage, on manque trop de trucs et on est en train de trop d'infos et on est en train de faire des parallèles qui peuvent peut-être se faire. On manque trop d'infos. Non, Mais par contre, ils sont en train de. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ce mec-là? Et t'as raison. Ouais. Du coup, Verratti qui s'est triple infiltré en finale de la Ligue des Ah, Champions, bien sûr. ça ne l'a pas scandalisé. C'est exactement C'est ce que je vous dis. Moi, je dis que le tweet de Pinot est catastrophique. Oui, non, mais Mais c'est pour ça, juste, c'est pour ça, les gars, un problème qu'il y a dans tous les revenons sports. à Nadal, revenons quand est-ce même qu'on- au sujet et revenons à Raphaël Nadal. Est-ce que pour toi, Thomas, il est allé loin, on va dire, dans ce principe? Il a dit à la fin de la finale que justement, il l'avait fait exprès pour Roland Garros, qu'il ne recommencerait pas ces infiltrations. Et quelle suite, surtout pour sa carrière? Est-ce que c'est la dernière fois qu'on a vu Raphaël Nadal triompher? Parce que quand on pense à ce type de procédé, aux éventuelles conséquences que peuvent avoir aussi également les infiltrations sur son état physique, est-ce qu'on est prêt à revoir Raphaël Nadal au très très haut niveau comme on l'a vu pendant la dernière quinzaine? On a eu très très peur hier. Même de avant-hier à hier, il y a eu justement ce côté de est-ce qu'il va pas en profiter après, au cas où il gagne, pour annoncer la fin de sa carrière, ce qui aurait été totalement logique et correct. En 2016, Federer se blesse, il revient en 2017, il prend l'Australian Open. Federer a 50 plus que Rafael Nadal, en l'occurrence 5 ans plus tard. En 2021, Nadal se blesse, revient en 2022 et prend l'Australian. Et de là, on se dit, OK, on peut faire un parallèle entre les deux. Le seul souci, c'est que Federer, à partir de 2018, il a arrêté de gagner des grands chelems. En 2019, il y a cette finale contre Djoko avec le super tie-break à 12-12 à Wimbledon. Pardon. Et voilà, ça a été le moment où Federer a commencé à descendre. On sait que Nadal a un physique qui lui coûte beaucoup plus que Roger, un jeu qui lui prend beaucoup plus d'énergie, et il doit commencer à se poser la question parce qu'il est en train de voir un Roger qui n'arrive pas justement à prendre sa retraite. Il n'a plus l'opportunité, il n'a pas l'endroit où il va pouvoir briller pour dire « Ok, je pars en génie, j'ai quasiment révolutionné mon sport ». Et voilà. Et le souci, c'est qu'actuellement, là, depuis 1 an, le mythe Federer est en train de tomber parce que les personnes qui s'y intéressent depuis 1 an, Federer, c'est pas quelqu'un qui a retourné toutes les stats. Djoko, Nadal, oui. Federer, malheureusement, non. Et c'est pour ça qu'il est si apprécié, Federer, c'est que pendant 20 ans, il a retourné toute la planète tennis, mais depuis 1 ou 2 ans, c'est beaucoup plus compliqué.
Et voilà, Nadal pense au fait de Federer et de vouloir prendre sa retraite en bonne et due forme. À noter que Sampras l'avait fait en étant numéro 1 mondial et en gagnant WIM. Il avait dit écoutez, merci, c'est tout pour moi. Choisir sa sortie, c'est quelque chose d'incroyable. Après, on aurait, quelque part, l'image aurait été incroyable de dire bon, bah, je gagne mon 14e, j'arrête. Mais de l'autre côté, il y a moyen de faire le Grand Chelem cette année. Non. Et même de finir la saison. Non, attends, Mais regarde, Mais t'imagines souviens-toi, quand il gagne, c'est à New York en janvier à Melbourne, pardon. Quand il gagne donc, à Melbourne. L'état dans lequel il est. Dans l'état dans lequel il est. Donc derrière, ça a été très dur. Il revient, il refinit. Mais là, honnêtement, après. La débauche d'énergie, elle est folle. En gros, il a 35 ans ou 36 ans. Chef, faut que tu penses un peu à toi et à ta santé. Je veux bien les records. Tu fais déjà partie de. Dans quel état tu vas finir ? C'est à un moment donné, si ce mec-là, et on touche du bois, on lui souhaite évidemment pas, si à un moment ce mec-là, il y a un grave problème à 40, 42 ans, et qu'à un moment donné, qu'on va se regarder, on va dire à qui la faute ? Bah, ce sera la faute de lui et de son Ce camp. sera ses choix, complètement. C'est le jeu. C'est le choix. Connaissance de cause. Bah oui, il le sait. En 2022, je crois que Rafael Nadal, avec l'aura qu'il a, avec l'intelligence aussi qu'il a, et ainsi de suite, tu sais pas ce qu'il risque. Il sait très bien ce qu'il fait. Mec, c'est très bien ce qu'il quand fait. t'es Rafael Nadal avec le palmarès que t'as et que tu fais une quinzaine à Roland-Garros, donc tu viens de faire ton 4e Roland-Garros, tu viens de te faire des dizaines d'injections dans l'IEP parce que t'arrives plus à marcher les lendemains de match. Moi, à un moment donné, il faut dire merci, au revoir, bravo. Je vais prendre soin de moi. T'as plus rien à prouver. Moi, après, toujours pareil, on a l'impression que tant qu'il n'y a pas un drame. Est-ce qu'il l'a pas dit ? Honnêtement, je suis inquiet quand je vois dans l'état dans lequel il est. Même quand il marche sur un terrain, il est tout. On dirait moi le matin quand je me lève. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, moi, je suis pas sous infiltration, je suis sous alcool. Mais c'est presque la même chose. Hein. Mais attention à la goutte aussi, les amis. Ça peut créer. la goutte, c'est un autre level. Par contre, là, on s'approche de la fin. Par contre, on le sent. Dans la déclaration de fin hier, d'habitude, c'était Roland, mon tournoi préféré, on se revoit l'année prochaine. Là, il a ponctué son discours par on ne sait jamais de quoi est le futur, je vais continuer à me battre. Mais voilà, il a jamais dit à l'année prochaine, il a jamais dit. Marca, donc les Espagnols avaient dit il ne sera pas à WIM, son agent a démenti, mais on sait très bien que c'est parce qu'ils veulent garder l'influence de eux l'annoncer. Federer a déjà annoncé qu'il le ferait pas, donc ça. Ah oui, Federer, Nishikori, il y en a un paquet qui le font. Zverev devrait pas le faire non plus. Non, mais même Medvedev le fait pas, Rublev le fait pas. Il y a pas ni de Russe, ni de Biélorusse, ni Federer, ni Nishikori, ni Nadal. Ne le fait pas le tournoi. Ah, ça va être waouh. On peut dire, Thomas, même que la suite de la carrière de Rafael Nadal, de la saison de Rafael Nadal, elle pourrait jouer dans les jours qui viennent, parce qu'il a dit que justement il allait enchaîner les rendez-vous. C'est une vraie rumeur qu'il puisse arrêter. Les rendez-vous médicaux. Oui, bien sûr. C'est une vraie rumeur, ça, bien sûr. Selon moi, s'il finit la saison, de toute façon, il lui reste plus que 4 tournois maximum. Et je ne le vois pas du tout aller à Wimbledon. Pour moi, il ferait Cincinnati en préparation de l'US Open, parce que le fait de faire Toronto ou Montréal, c'est la semaine d'avant. Donc ça lui laisse 2 semaines de repos. Mais ça veut dire 2 semaines de repos. Quand on connaît le repos de Rafael Nadal, c'est des entraînements sous haute intensité, c'est compliqué. Cincinnati, ça voudrait dire qu'il pourrait faire quelques matchs, prendre 1 semaine de repos, faire l'US et de son mieux à l'US Open. Et puis après, selon moi, il reviendrait qu'à Bercy pour faire 2-3 matchs pour tenter d'aller chercher le Masters, le seul tournoi, enfin, outre 2 Masters 1000 et plein d'autres qu'il n'a jamais disputé, mais le seul majeur qu'il n'a jamais gagné. Il est possible aussi, il disait hier par exemple qu'ils allaient chercher avec ses médecins, il avait plusieurs rendez-vous médicaux pour essayer justement de, alors j'ai pas le terme, mais grosso modo de pas d'enlever, mais de travailler sur le nerf entre guillemets qui lui fait mal au niveau du pied gauche. Il est possible que dans 10 jours ou 2 semaines par exemple, si aucune solution médicale n'a été trouvée, il est possible qu'on ait un communiqué de Rafael Nadal. Il a clairement dit que par contre il ne referait jamais un tournoi comme il a joué à Roland Garros. Parce qu'on parle des infiltrations, moi je me suis déjà fait infiltrer, tu te fais infiltrer, ça doit durer 1 mois quoi en fait. Oui. Pour des sportifs comme j'étais moi, c'est-à-dire à 3-4 entraînements semaine max et un match le week-end. Mais ça te tient 1 mois une infiltration. Là, lui, c'était. Non, Steph, quand tu as joué au niveau et tout, quand tu te fais infiltrer, qui joue en pro et tout, Steph, une infiltration, c'est 3 semaines, 1 mois. Lui, s'il en a fait 10 ou 15 1 par jour, admettons. Non, le délire. Alors, dans ce qu'il disait, c'était 1 par jour, justement. Et c'était des infiltrations qui lui duraient entre 3 et 4 heures. C'est ça, c'est pas le même dosage. Donc, c'est pas le même dosage, peut-être, très bien. Oui, non, évidemment. Mais Tu fais tous les jours pour que ça tienne 1 mois.
Ouais. Bon courage pour le YEP dans un mois. Dans cette histoire de la fédération, un truc dans le pays, c'est la remise en cause de l'ATP, des instances qui autorisent ce genre de pratique. Donc pour le coup, là, en sortant du débat dopage ou pas, c'est que dans, à mon avis, quelques années, et Erwan, tu l'as très bien dit, on va se retrouver avec des cas dramatiques. Et peut-être que Nadal sera peut-être le premier de tous ces cas-là. Mais moi, je suis désolé, quand je vois Batistuta, quand je vois Bruno Rodriguez, on risque de retrouver notamment certains joueurs italiens, on en parlait avec Manu hors émission, on risque encore de voir de belles surprises. Et moi, je pense qu'il va falloir légiférer La là-dessus question qu'on peut se poser, tu vois, par rapport à Bruno Rodriguez. Alors, Bruno Rodriguez, donc un ancien joueur de foot qui a perdu, à qui on a s'est fait coupé la amputer. jambe parce qu'il avait trop mal. Alors, c'est clairement pas le bon exemple. Batistuta, on pourrait demander à ces mecs, est-ce que vous regrettez d'avoir, pour un aussi grand joueur qu'a Gabriele Batistuta, est-ce que tu regrettes de t'être charcuté la gueule, mais pour faire une carrière exceptionnelle, pour finir comme ça? Moi, je pense que c'est Après, les temps étaient aussi peut-être un peu Tout à fait différents. aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais peut-être aussi un entourage qui te disait allez, Coco, tiens, viens prendre une petite dose, t'inquiète pas, il se passera rien pour toi, t'inquiète, et tout, etc. Que là, on imagine que dans le cas de Raphaël Nadal, il y a. Il est au courant, le gars. Voilà, il connaît très bien en exactement. Puerto. C'est exactement ça. À un moment donné, il sait que ça peut être. Il sait qu'il peut y avoir Il des faut pas conséquences. oublier que c'est des mecs qui depuis 20 ans donnent leur vie au tennis et qui ça. sont en l'occurrence l'hiver dernier ils étaient 3 à 20 grands chelems et que là ils savaient qu'il avait l'opportunité d'en prendre 2 d'avance sur les 2 autres. C'est des mecs qui ont donné leur vie, leur corps, leur santé, et toute leur jour et leur semaine au tennis. À un moment donné, je peux aussi comprendre que des champions comme ça, ils veulent marquer de plus en plus le palmarès. Ce que tu veux dire aussi par là, c'est que quand on entend dans son discours d'hier, il dit, bon, il y avait le 22e titre forcément, qui est un symbole extraordinaire, 22e titre en Grand Chelem, mais il dit, moi je suis pas là pour la chasse au record, juste là par passion parce que je veux jouer au tennis. On pourrait aussi se dire entre les lignes, est-ce qu'il a pas du mal à arrêter, Raphaël Oui, mais Nadal, il y en a plein qui ont dit qu'on arrêté bien avant Raphaël Nadal, Ouais. que ce soit au tennis ou dans le sport, parce que leur corps suivait plus. Savoir écouter aussi son corps, c'est aussi pouvoir se protéger. Il y a une vie après. Il y a une vie après. Surtout qu'elle est- faut l'accepter, faut l'accepter, Non mais Non, mais faut hein. l'accepter. Moi, Mais je te dis, si ta vie, au bout d'un moment, c'est amputé d'un pied, À 45 faut être en fauteuil, ans, à ouais, 45 c'est clair, piges, c'est clair. c'est pas rigolo. on est d'accord, mais en plus celle de Rafa est toute tracée, dans le sens où il a déjà 4 académies. Roi d'Espagne, maintenant. D'ailleurs, Oui, bien sûr qu'il était là. il était là hier au premier rang, ils se sont fait un câlin. Il y a à une la rumeur avec fin de- Shakira d'ailleurs aussi, pour reprendre Oui. le flambeau. Et la maman de Gabi aussi. Cette tête, je rigole. Ah non, c'était une blague. Shakira qui open, qui met des grands il y en a follow eu, sur non, mais il y Instagram. en a Elle m'a eu. suivi à moi aussi. Non mais il y en a eu des rumeurs avec Shakira. Ah bon Donc, à un moment il y avait eu une pub de Oui, jean. ouais. Voilà, je crois que c'était à ce moment-là. Je pense qu'il y a eu farfouillation. Ah moi je parle de rumeurs. Lâche les infos, Thomas, un peu. Oula, non, mais Et la seulement maman des de rumeurs. Gabi qui nous rejoint là tout de suite. Pardon, excusez-moi. Je sais pas pourquoi Ça va pas. on a fait Mais qui sont un ces gens sujet. Oh là On a fait un sujet sur l'histoire du tennis ouais. et Raphaël Nadal. Regardez dans quoi on La est maman de arrivé. Gavi, quoi. Franchement, c'est une émission qui ne mériterait pas votre respect, chers amis. Bref, merci beaucoup Thomas en tout cas pour tout ça et on en reparlera forcément dans les jours qui viennent de la situation J'ai de juste Raphaël un Nadal. exemple intéressant. Dirk Nowitzki. Oui. Ah ouais. Aujourd'hui, Dirk Nowitzki, alors c'est un physique autre, c'est un mec de 10. Regarde marcher Il a- Dirk Nowitzki, Il a pas 45 ans. il n'a pas 45 ans. Ouais, ouais. Il est. C'est compliqué. Après, je te dis, moi, je pense qu'au-delà du dopage, pas dopage, on ne doit pas autoriser un mec à C'est ça. s'infiltrer. Mais qui on ne doit pas à s'infiltrer quotidiennement. Les instances, l'ATP. Ouais, si t'es blessé, t'es blessé. Ça fait partie du truc. Après, Oh, c'est ils des grands sont garçons très, à un moment donné, moi je veux bien. Mais après, l'ATP et la WTA sont très réglo en ce qui concerne tout ce qui est dopage, médicaments, substances. Enfin voilà, ils avaient sorti Sharapova alors qu'elle c'était l'une des Ça, c'est clair. déesses du circuit pendant 1 an et demi. Il y en a beaucoup qui ont pris la porte là-dessus et ouais, bien sûr. Eh bien, on vous tiendra au courant, les amis, en tout cas dans House of Sport, de la suite de la carrière de Raphaël Nadal. Et on espère en tout cas encore plus de réjouissances que celles que l'on a vues sur cette dernière quinzaine.